Rebonjour. Je vais partager mon écran si c'est possible. Nous intervenons donc au nom du HN Lab, qui est une structure nouvellement créée au sein de la TGIR Humanum. Et effectivement, la TGIR Humanum entame une réflexion sur l'intelligence artificielle au sein des SHS, on va dire plutôt du deep learning. Et donc, c'est un petit peu ces réflexions-là qu'on va vous présenter, avec toujours dans la démarche du Manum un souci pour amener des services, des méthodes, des technologies au service donc de la communauté des chercheurs en SHS. On a une présentation relativement rapide et puis l'idée évidemment d'ouvrir un débat. Alors peut-être je te laisse démarrer, Stéphane, sur la définition du deep learning. Oui, alors on s'est permis d'essayer de poser une définition entre guillemets, parce que on essayait de brainstormer hier avec Nicolas sur est-ce qu'il y a un deep learning adapté au SHS. Tant la notion de deep learning, voire même de machine learning, est une notion qui couvre beaucoup d'aspects, on va dire, de traitement de l'information et de la donnée, des données en sciences humaines et sociales. Et la définition même du terme données est un peu un débat dans pas mal de disciplines. Donc, bon, ce qu'on essayait de dire par là avec qu'est-ce que le deep learning pour nous, il est un peu situé de façon SHS, quoi. Donc, du coup, c'est de évidemment s'appuyer sur des questions des méthodes techniques d'apprentissage automatique, et en particulier tous les aspects d'apprentissage automatique non étiqueté, c'est-à-dire sans forcément création par des humains de choses étiquetées avant. Ça, c'est quand même quelque chose qui distingue beaucoup le deep learning, une forme de deep learning par rapport au machine learning, par exemple, dans les disciplines, on va dire, de la linguistique, ou dans les disciplines, voire de l'histoire du trait contemporain, par exemple, il y a des choses qui ont été faites avec des corpus étiquetés, tout ce qui est autour des langues, etc. Évidemment, c'est aussi quand même l'apport des réseaux neuronaux qui sont mis à disposition par l'industrie du numérique, c'est-à-dire il y a une liaison assez forte qui se crée quand même dans le deep learning avec ces systèmes de réseaux neuronaux, et ça questionne évidemment les SHS, mais au-delà de ça, c'est qu'on voit beaucoup de projets, et j'ai pu en voir à Humanum pendant quelques temps, on voit beaucoup de projets qui tissent des liens du coup avec en gros l'industrie de la connaissance, alors à l'échelle nationale, avec des entreprises à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. On voit par exemple partir des post-docs vers les GAFA, etc., qui viennent des disciplines des SHS. Et puis évidemment, ce qui définit un peu le deep learning pour les SHS, c'est aussi le traitement des gros volumes de données, où là, du point de vue des disciplines SHS, il y avait un peu soit un travail de titan à explorer des grandes masses de données avant l'avènement du numérique, voire de l'informatique au tout début des années 80, mais quand on regarde par exemple ce qui s'est passé dans les grandes aventures de la publication des grandes biblios thématiques, disciplinaires au milieu des années 90, qui étaient sur support CD-ROM à l'époque, et ce qui se passe aujourd'hui en matière de traitement de l'information, là où des projets prenaient 5 à 6 ans pour amasser des grands volumes de données, aujourd'hui c'est de l'ordre de quelques mois, voire moins. Donc ce qui définit quelque part le deep learning pour les SHS, c'est cette capacité à embrasser, on va dire, des grandes assiettes de données ou d'informations, ou de plus grandes assiettes d'informations pour pouvoir traiter des questions historiques, sociologiques, etc.
Alors, y a-t-il une spécificité du deep learning en SHS? Et je te redonne la parole Ouais. parce que je crois que tu avais une réflexion assez intéressante par rapport à ça. Peut-être que les prochaines slides éclaireront ces 3 points et on pourra peut-être y revenir en conclusion. Oui, alors, on essaye de réfléchir depuis quelques mois sur, en gros, l'apport du deep learning pour les disciplines des sciences humaines et sociales, en particulier sur des disciplines qui sont, on va dire, peu équipées, on va dire c'est-à-dire au sens à la fois méthodologique et technologique pour aller dans ces enjeux du numérique. On a des disciplines comme, on va dire, l'archéologie, l'histoire, etc., qui sont relativement bien équipées aujourd'hui pour ces questions-là, donc de traiter des grands volumes de données, etc. Et donc, qui font du machine learning, et qui ont travaillé depuis quelques années là-dessus. Mais il y a des disciplines qui sont moins outillées et qui ont moins, comment dire, incorporé à l'intérieur de leur processus de recherche les possibilités du machine learning, du deep learning, etc. Et donc, en regardant un peu ces disciplines-là, en fait, une des spécificités qu'amène finalement le deep learning ou qui permet de révéler à ces disciplines un certain nombre de choses, c'est la publication des résultats. C'est-à-dire que quand en fait le machine learning est inclus, on va dire, dans le processus de recherche, de programme de recherche en SHS ou le deep learning, en fait, souvent les questionnements un peu épistémologiques, de critique en fait on va dire des algorithmes, de la fabrication, y compris des processus de fabrication des algorithmes, des choix des corpus d'entraînement qui peuvent être faits à un moment donné ou à un autre. Ces questionnements-là sur la valeur en fait scientifique de ces dispositifs ont une conséquence sur la publication des résultats. C'est-à-dire peut-être une des spécificités que le deep learning va avoir pour les SHS, c'est cette obligation presque de la publication des résultats et de la critique la critique, on va dire raisonnée, des résultats et du process de publication de ces résultats-là. Je me souviens de discours au milieu des années 90, par exemple, quand on commençait à avoir en archéologie, on commençait à avoir des systèmes des systèmes, on appelait ça système expert à l'époque, pour faire de la reconnaissance de forme, par exemple, en égyptologie, par exemple, je pense aux travaux de Robert Vernu à l'époque avec qui j'ai travaillé. On commençait à avoir ces objets-là, ces systèmes experts, et souvent dans les publications scientifiques, quand on proposait à des revues dans un article de parler de ça, c'était souvent retoqué. C'est-à-dire que le côté méthodologique était passé à la trappe. Et en gros, on disait, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de soumettre des articles qui ont été refusés en disant non mais votre article il est beaucoup trop méthodologique, c'est certes très intéressant mais c'est pas l'objet, publier des résultats. Et je pense qu'en 20 ans ça a pas mal changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui de plus en plus de revues, voire d'ouvrages collectifs, vont embrasser ces questionnements de publication des résultats, incluant donc la critique des process fabriqués, etc. Donc il y a, lié à la publication, il y a aussi tout l'appareil critique, c'est-à-dire l'obligation pour les disciplines SHS d'avoir un regard un peu critique sur les instruments qu'ils fabriquent, dont les instruments embarquant les principes du deep learning et du machine learning. Donc ça, c'est un aspect qui est très important. Nous, on essaye d'en discuter avec des porteurs de projets au sein du Manum, parce que il y a souvent deux attitudes qui se confrontent. C'est qu'on a des gens qui aimeraient beaucoup aller vers le deep learning ou le machine learning, mais qui sont un peu réticents pour des questions justement de difficulté à apporter un regard critique sur ces objets-là. Parce que porter un regard critique sur le deep learning, ça veut dire déjà comprendre assez bien le fonctionnement de ces techniques-là. Et donc, plutôt que d'être uniquement situé sur un regard, on va dire, critique par rapport à la nouveauté que ça apporte sur un projet ou une méthodologie de travail, vraiment rentrer dans la compréhension, en fait, on va dire, des réseaux de neurones, etc., du deep learning. Et ça, c'est un point qui est important. Et ça se confronte souvent au fait que les projets qui vont vers le deep learning, qui vont utiliser ces boîtes à outils-là, de plus en plus vont publier des choses autour
rapport critique à ces objets-là, sans pour autant s'interdire de les utiliser. Donc il y a une espèce de schizophrénie à un moment donné qui peut s'installer dans un programme de recherche, ou en tout cas un débat. Il ne faut pas que ce débat devienne un peu trop stérile. Il faut quand même que ça permette de produire des données tout en ayant évidemment un regard critique là-dessus. Donc l'appareil critique, en fait, l'apport de la spécificité des SHS sur la construction d'un savoir critiqué est importante dans la définition et peut-être est une spécificité du deep learning, on pourra en reparler. Et puis il y a une question de temporalité. Alors, ce que j'appelle là la temporalité, c'est que il y a beaucoup de disciplines des sciences humaines et des sciences sociales qui ont un rapport au temps, et en particulier, donc, c'est le sujet du jour sur l'archive, mais ont un rapport au temps dans la réutilisation des objets et des données de recherche. Et donc le deep learning dans les SHS, il a aussi peut-être une spécificité, c'est d'avoir une profondeur un peu historique, on va dire des cercles vertueux d'enrichissement de données, de traitement de données, avec une profondeur un peu de temps qu'on ne rencontre pas forcément dans d'autres disciplines. Je pense à l'épidémio etc., où là on est dans des jeux de données souvent qui sont un peu pas jetables, parce que en tout cas les gens se préoccupent moins de la conservation et donc du coup du rapport au temps à la réexploitation de ces jeux de données là. Alors ce que je dis est à la fois vrai et pas vrai, c'est-à-dire qu'il y a des prises de conscience, et souvent le deep learning ou le machine learning sont des révélateurs justement de cette notion de réexploiter, de réétudier des corpus de données de façon régulière. Et donc ça induit peut-être une réflexion à avoir sur qu'est-ce que la temporalité de l'exploitation des corpus de données, des corpus d'entraînement, des corpus de tests qui sont utilisés dans le deep learning, quand on le fait dans des disciplines de sciences humaines et sociales. Bon, voilà. Ces trois items qui sont peut-être des spécificités à discuter du deep learning dans SHS. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec du deep learning? Ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que ces différentes méthodes utilisent des réseaux de neurones de nature différente, souvent mis à disposition, hein, on l'a vu par les GAFAM. Et chacun a un petit peu ses spécialités. Alors on a ce qu'on voit souvent, et les résultats un peu peut-être les plus impressionnants en termes de process du deep learning se trouve sur l'analyse d'images, avec cette capacité de détection d'objets, de personnes, qu'on utilise aussi pour la détection de caractères d'imprimerie qui vont donc faire de l'OCR, mais évidemment beaucoup mieux. On a la possibilité de faire de la notation automatique sur des contenus non sémantiques, que ce soit des images, des vidéos. On peut faire de la classification automatique qui permet cette fois-ci de l'étiquetage d'un contenu à partir de classes prédéfinies, mais aussi de classes non définies. On peut faire du résumé, de la synthèse automatique. Donc on a là des activités qui en fait vont venir préparer le corpus pour des algorithmes d'analyse plus classiques, type topic modeling, pour faire du requêtage sur des gros volumes de données, et finalement préparer en fait ces corpus pour un close reading un peu plus outillé, même beaucoup plus outillé qu'auparavant. Alors, en SHS, ça va nous permettre du coup d'augmenter considérablement la taille du corpus étudié. Donc on a là un vrai changement d'ordre de grandeur qui pose évidemment des questions sur le plan épistémologique. On peut entreprendre des analyses comparatives entre corpus qu'on n'osait pas entreprendre auparavant, puisque la simple étude d'un premier corpus prenait un temps considérable. Donc on peut là envisager vraiment des comparaisons beaucoup plus poussées, multiples aussi, entre des grands volumes de corpus. Donc je vous laisse envisager hein, les problématiques scientifiques nouvelles qui peuvent émerger de cette nouvelle capacité. On peut donc transformer des corpus d'images, des corpus de vidéos en bases de données requêtables. Donc là aussi, on a un saut qualitatif assez important, puisque ces corpus d'images ou de vidéos étaient auparavant
décrites à la main. Et on peut maintenant accélérer cette description. On peut venir vérifier des hypothèses qu'on aurait identifiées, qu'on aurait émises à partir d'un corpus sur de plus grands volumes de données. Ça, c'est un élément aussi intéressant. On peut enfin, par exemple, j'ai vu ça dans différents projets autour du LabEx, les passés dans le présent, tracer la circulation de contenu au cours du temps ou tracer la circulation d'un corpus à un autre. Donc, je peux vous donner cet exemple, des manuels scolaires du fin 19e, début 20e, où les chercheurs vont chercher à identifier comment circule tel ou tel contenu, donc ils ont pris différentes problématiques, soit sociologiques, soit épistémologiques, sur l'ensemble de ces manuels scolaires, en regardant comment peut-être un schéma venant des publications scientifiques circule ensuite dans des corpus scolaires sur plusieurs dizaines d'années. Et puis, fait nouveau, donc avec le deep learning, il y a cette capacité d'identifier de nouveaux motifs, jusque-là invisibles ou négligés par la recherche. Donc on a là l'ouverture en fait de nouveaux champs, un nouveau champ de possibles, et qui amène non seulement à répondre à certaines problématiques scientifiques, mais aussi à faire émerger de nouvelles problématiques scientifiques. Alors, comment fait-on du deep learning? Je ne sais pas, Stéphane, si tu veux aborder ce point. Je ne sais pas si c'est le moment, je ne sais pas non plus combien de temps il nous reste. Est-ce que tu veux le faire rapidement? Ça dépend combien de temps il nous reste. Ça va, il vous reste bien 10 minutes, donc il n'y a pas de problème. Alors, peut-être ce que je peux dire là-dessus, c'est il y a plein de façons effectivement d'aborder le deep learning. Dans ce qu'a dit Nicolas, il y a une chose qu'il faut vraiment souligner, c'est que le deep learning arrive souvent dans les programmes de recherche parce qu'on change d'échelle. Et le changement d'échelle, parce qu'on va avoir des grands corpus de données à étudier, le changement d'échelle va induire quelque chose qui va dépasser le type de traitement individuel, sur l'ordinateur individuel pour le chercheur. C'est-à-dire qu'on voit très bien dans les projets qui vont à un moment donné basculer qui vont avoir besoin d'aller explorer ces méthodes et ces techniques du deep learning, voire du machine learning, c'est le passage du travail, on va dire, qui est gérable à petite échelle sur un ordinateur individuel à un dispositif sur lequel l'ordinateur individuel n'est plus efficient, et on va devoir aller chercher des ressources de calcul ailleurs. Et donc, un des éléments qu'on repère dans cette évolution sur le deep learning, vers le deep learning, c'est que l'une des façons de faire du deep learning, c'est à un moment donné de se dire, mais tiens, comment je suis en train de changer d'échelle dans mon corpus, dans mon programme, et donc dans mon programme de recherche, et comment je vais faire pour traiter dans un temps humain ou de projet viable autant d'informations. Et on voit très bien que là se déclenche une réflexion des programmes de recherche et des collègues sur mais comment je peux faire pour aller traiter l'information plus vite. Donc ça, c'est un point qui est important, c'est vraiment l'une des façons d'aller vers le deep learning, c'est de prendre la mesure du changement d'échelle dont on a besoin dans son programme de recherche. Donc, une fois que ça s'est posé comme constat, on voit très bien aujourd'hui qu'il y a trois grandes familles de façons de faire du deep learning dans SHS. Il y a en gros les gens qui vont aller vers des ressources de calcul, pour faire tourner les programmes informatiques qu'ils forgent eux-mêmes sur des ressources de calcul plus importantes.
C'est-à-dire qu'on ne change pas le logiciel, le logiciel a été élaboré pour traiter un tel volume, mais on va aller chercher de la puissance informatique pour faire tourner ce même logiciel. Donc ça, c'est une première façon d'aller vers le deep learning. Machine learning. Après, il y a des gens qui vont tout de suite vers le machine learning, c'est-à-dire qui remettent en question la technique du logiciel qu'ils ont forgé, pour aller inclure à l'intérieur de ce logiciel des choses venant de compétences, un métier venant d'ailleurs. Et en particulier, donc ça c'est toute on va dire, la sphère du machine learning un peu classique, aller chercher des algorithmes pour faire des extractions d'entités données, des briques logicielles qu'on va inclure dans ces développements pour travailler plus vite sur des fermes de calcul qui sont de plus en plus importantes. Ça c'est une deuxième voie, c'est-à-dire c'est la transformation, on va dire, du logiciel forgé par l'enseignant-chercheur, lui greffant des extensions qui vont lui permettre d'aller chercher, on va dire, des techniques de machine learning, principalement. Et puis ensuite, il y a un troisième canal qui est vraiment le deep learning, au sens où on voit arriver, nous, des projets qui disent, voilà, pour traiter ma question scientifique, mon corpus scientifique d'archives, de documents, d'informations, etc., des bases de données, pour faire ça, j'ai besoin de faire de l'analyse de sentiments, et donc je vais aller chercher des bibliothèques pour faire de l'analyse de sentiments directement dans des librairies fournies par le deep learning. Donc la troisième voie, c'est celle qui est tout de suite dans le deep learning, c'est-à-dire qui inclut en fait les techniques et les méthodes du deep learning directement dans le développement même des projets. Alors, ce n'est pas les projets qui sont les plus nombreux, mais on a des projets aujourd'hui qui arrivent directement avec ces questionnements-là en disant, voilà, sur mon corpus, je veux faire de l'analyse de sentiments, et donc je vais aller utiliser telle bibliothèque de Google, d'autres, pour faire cela. Donc, et là, en termes, dans ces trois, on va dire, dans ces trois façons d'aller vers comment faire du deep learning, il y a un certain nombre de dispositifs que l'on retrouve et qui sont un peu une sorte de socle. On pourrait définir comme un socle de travail pour faire du machine et du deep learning. Alors, il y en a plusieurs, mais il y en a deux principaux que l'on voit dans les programmes SHS. Il y a tous les environnements autour de R, du langage R, R Studio Pro, R Shadowing Pro, etc., qui inclut de plus en plus des librairies fonctionnelles pour aller faire du machine et du deep learning. Donc on va dire vraiment l'univers autour du langage R, et puis évidemment tout ce qui est autour des dispositifs et des plateformes de type Jupyter, où là on est plus sur des outils à la fois de création logicielle, mais aussi d'écriture scientifique, où à l'intérieur d'un carnet Jupyter, vous allez à la fois écrire du texte, au format Markdown, mais vous allez mettre des programmes informatiques en R, ou en Julia, ou dans d'autres langages. Et donc, on voit très bien se développer autour des plateformes comme Jupyter, des environnements de travail collaboratifs par les programmes de recherche, qui vont à la fois faire de l'écriture scientifique, ils vont écrire des articles avec ces logiciels-là, ils vont embarquer à l'intérieur de leurs articles des programmes informatiques qui vont faire du traitement de données, et ces programmes informatiques vont aller utiliser des librairies en deep learning. Alors, on va dire l'outil le plus classique en sciences humaines et sociales aujourd'hui, qui est utilisé par quelques projets, c'est vraiment le socle Jupyter, donc c'est une sorte d'IDE, d'interface d'écriture, le socle Jupyter avec dedans du Python comme langage pour traiter l'information, et puis avec Python on va aller utiliser des librairies comme Keras, qui est inclus dans TensorFlow maintenant, mais qui sont fournis par Keras est fourni par Google, qui sont des boîtes à outils, si vous voulez, clés en main, pour faire tel type de traitement en mode deep learning à l'intérieur de votre programme, voire de votre article scientifique. Donc, sur ces aspects-là, il y a un enjeu qui est et sur lequel on commence à travailler avec Nicolas et quelques projets qui sont autour de nous. Il y a un enjeu qui est assez important
de prise de conscience par les communautés SHS du potentiel de documents qu'elles manipulent et qu'elles utilisent pour en faire des briques disponibles pour le deep learning. Aujourd'hui, quand on fait de l'analyse de sentiments, par exemple en deep learning, il n'y a pas beaucoup de bases de données disponibles pour préparer l'entraînement pour le traitement. Il y a en gros la base de données du cinéma, qui est une base de données des avis sur les films, tout simplement, où les GAFAM ont collecté ces avis, tous les commentaires des internautes en dessous des fiches des films, celui-là je l'ai aimé, celui-là je ne l'ai pas aimé, etc. Et donc ça fait des bases de référence pour pouvoir traiter de l'information en deep learning. Et aujourd'hui, il nous semble très important de faire en sorte qu'on fabrique des corpus d'entraînement avec des briques SHS, c'est-à-dire avec de la matière SHS. Plutôt que d'aller utiliser des dispositifs qui sont pas faits dans on va dire, le domaine des sciences humaines et des sciences sociales. Et ça, c'est un aspect qui est important dans on va dire, la nécessaire appropriation du deep learning par les sciences humaines et sociales, c'est que les sciences humaines et sociales s'emparent du deep learning pour y préparer des templates de calcul, des corpus de pré-entraînement, de pré-câblage, comme on dit, qui sont utilisables dans des librairies, des choses comme ça, venant de l'expertise SHS. Parce que si les SHS restent à l'extérieur, complètement, simplement utilisatrices de dispositifs existants, sans y injecter de la matière sur lequel elles sont capables d'amener de la valeur scientifique, éthique, épistémologique, etc., elles resteront dans une position on va dire, de sciences qui vont rester un peu à côté de ce mouvement-là. Alors qu'on voit très bien que quand on fabrique, par exemple, des corpus d'entraînement avec des articles scientifiques de SHS et qu'on fait de la catégorisation disciplinaire avec, bien évidemment, on a des performances qui sont beaucoup mieux que si je vais aller chercher de la classification avec des articles de mathématiques que je vais essayer d'utiliser pour classifier de l'histoire ou de la sociologie, Donc là, il y a un aspect très important d'appropriation du deep learning, des méthodes et des techniques du deep learning par les SHS, en faire en sorte que les SHS exploitent les savoir-faire qu'elles ont et le regard qu'elles peuvent avoir sur des jeux de données, sur des archives en particulier, pour dire, ben voilà, nous, on est capable en histoire, en sociologie, en archéologie, en sciences politiques, d'apporter une plus-value dans la classification de corpus de documents, et ça, on peut s'en servir pour faire du deep learning adapté à des besoins de SHS. Voilà, donc comment faire du deep learning? C'est à la fois utiliser, mais c'est aussi contribuer à placer dans les librairies, dans les outils du deep learning, des choses qui vont correspondre à des traitements, à des besoins de traitement exprimés par les collègues de sciences humaines et de sciences sociales. Voilà, on rejoint dans cette idée-là, on rejoint le projet de Julien Chou porté au LabEx, le passé dans le présent, où il cherche en fait à mettre en place une boîte à outils en intelligence artificielle pour les sciences humaines. Là où effectivement, de notre côté, on a cette vision convergente de proposer une plateforme participative où des projets, des chercheurs pourraient déposer leur réseau de neurones déjà entraînés en introduisant justement la discipline, l'usage, la méthode pour utiliser ces réseaux de neurones, pour les réutiliser en fait sur de nouveaux jeux de données proches ou bien en tout cas spécialisés dans ces disciplines. Alors c'est évidemment un projet qui est encore au tout début. Peut-être qu'on peut ouvrir maintenant sur un débat avec clairement, il semble qu'il y ait un tournant épistémologique avec ces méthodologies, avec ces quelques questions qu'on a déjà évoquées, avec cette idée donc du passage à l'échelle sur de gros volumes de données. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change pour les chercheurs? L'usage d'algorithmes parfois non maîtrisés, notamment avec l'utilisation de techniques sur étagère, comme
que proposent notamment les GAFAM, donc ceux qui sont le plus majoritairement utilisés. Ce principe d'avoir des résultats que certes on peut interpréter, mais qu'on ne peut pas nécessairement vérifier. C'est quelque chose qui est assez nouveau par rapport à des algorithmes classiques dont on connaît les tenants et les aboutissants. Sur un traitement par des réseaux de neurones, on n'est plus en mesure aujourd'hui de vérifier. On constate simplement que ça fonctionne, que ça marche, et on peut interpréter ces données, mais on ne peut plus vérifier mathématiquement ce qu'il s'est passé pendant la succession des calculs. Et puis enfin, que dire de l'émergence de nouveaux motifs dans les données. Qui dit nouveaux motifs dit aussi une nouvelle question scientifique. Vous vous souvenez sans doute de cette controverse parue dans The Wired, je crois, autour de 2008, où de la même manière qu'on avait annoncé la fin de l'histoire en 2008, on annonçait la fin de la science, la fin d'une réflexion critique, puisque les algorithmes ou l'intelligence artificielle nous donnerait finalement d'emblée les découvertes. Alors évidemment on n'en est pas là, mais on peut se demander malgré tout que faire de ces nouveaux motifs et comment les traiter et comment les sciences humaines s'en emparent. Voilà, donc question ouverte pour vous.